Et il songea à tous les jours qui naissent en beauté et se couchent en tempête. Parmi la verdure qui luisait, dans le square au-dessous, quelques enfants s'agitaient comme des papillons blancs et sur les trottoirs se pressaient des gens qui allaient au parc. La vie ne lui avait jamais paru aussi charmante, son supplice. La sincérité même de son tourment le lui rendait à présent irréel. Il se demandait comment il avait pu être assez sot pour se révolter avec tant de véhémence contre l'inévitable. Se décida en faveur de Lady Clémentina Beauchamp, une charmante vieille dame qui habitait Curzon Street et était sa propre cousine au second degré du côté de sa mère. Il décida de prendre tout de suite ses dispositions. Naturellement, la première chose à faire était de régler le chiromancien. Il s'assit à un petit bureau Sheraton, près de la fenêtre, et prépara un chèque de 500 livres, payable à l'ordre de M. Septimus Podgers. Puis, mettant le chèque sous l'enveloppe, il envoya son valet le porter à West Moon Street. Il téléphona alors aux écuries pour demander son coupé et s'habilla pour sortir. Avant de quitter sa chambre, il jeta un dernier regard sur la photographie de Sybil Merton et jura que quoi qu'il advînt, il lui laisserait ignorer ce qu'il faisait pour elle et garderait à jamais dans son cœur le secret de son sacrifice. Sur le chemin du Buckingham Club, il s'arrêta chez une fleuriste et fit envoyer à Sybil une belle corbeille de narcisses, des narcisses aux gracieux pétales blancs et aux grands yeux de faisan, et lui expliqua qu'il se trouvait brusquement placé dans une situation terriblement difficile à laquelle ni l'honneur ni le devoir ne lui permettaient de se dérober. Il lui dit que le mariage devait être ajourné, car il ne serait libre qu'après s'être sorti de cette affreuse impasse. Il la supplia d'avoir confiance en lui et de ne pas douter de l'avenir. Tout s'arrangerait, mais il fallait avoir de la patience. À Venise, Lord Arthur rencontra son frère, Lord Surbiton, qui arrivait tout juste de Corfou dans son yacht. Les deux jeunes gens passèrent ensemble une quinzaine délicieuse. Le matin, ils longeaient à cheval le Lido et descendaient et remontaient les verts canaux, glissant dans leurs longues gondoles noires. L'après-midi, ils recevaient dans leur yacht et dans la soirée, dînaient au Florian et fumaient sur la piazza d'innombrables cigarettes. La propriété n'avait pas grande valeur, mais M. Mansfield, l'avoué, désirait vivement que Lord Arthur revînt le plus tôt possible parce qu'il y avait un grand nombre de factures à payer et que Lady Clémentina n'avait jamais tenu régulièrement ses comptes. Lord Arthur était très sensible à la charmante attention de Lady Clémentina à son égard et se rendait compte de la lourde part de responsabilité qui revenait à M. Podgers. On fait une petite pause, vous bougez pas, je vous rejoins très vite, là, dans 2 petites secondes, pour la suite de cette lecture. Ne bougez pas, à tout de suite, chères voyageuses et voyageurs du bout de la nuit. J'ai d'excellents pâtés et mes amis ont la bonté de prétendre que mon vin du Rhin est supérieur à celui qu'on boit à l'ambassade d'Allemagne. Et avant que Lord Arthur ne fût revenu de sa surprise d'avoir été reconnu, il se trouva assis dans l'arrière-salle, savourant dans un verre à vin du Rhin jaune pâle et portant le monogramme impérial, le Marco Brunner le plus délicieux qu'il eût jamais bu, et bavardant le plus amicalement du monde avec le célèbre conspirateur. Cet exemple consola un peu Lord Arthur, mais son espoir devait être déçu, car 2 jours plus tard, comme il rentrait chez lui et montait l'escalier, la duchesse l'appela dans son boudoir et lui montra une lettre qu'elle venait de recevoir du doyenné. « Jane écrit de bien charmantes lettres, dit la duchesse. Il faut absolument que tu lises la dernière. Elle est tout aussi intéressante que les romans que nous envoie Muddy. » Lord Arthur lui prit la lettre des mains et lut ces lignes. Le doyenné, 27 mai. « Ma bien chère tante, merci beaucoup pour la flanelle destinée à la société d'Orgas et aussi pour le Guingamp.
Excuse-moi. Je partage tout à fait votre avis et trouve absurde leur besoin de porter des jolies choses, mais tout le monde est aujourd'hui si radical et si irreligieux qu'il est difficile de leur montrer qu'il n'est pas nécessaire de chercher à s'habiller comme les gens des classes supérieures. Je me demande où nous allons. Les pendules, car elles montrent que la liberté ne peut durer, qu'elle est vouée à la faillite. Papa dit que la liberté était inventée au temps de la Révolution française. C'est vraiment terrible. Avait été célèbre à New York pour sa beauté. C'était maintenant une femme d'âge moyen, très agréable, avec de beaux yeux et un profil superbe. Beaucoup d'Américaines, quand elles quittent leur pays natal, se donnent l'air de femmes atteintes d'un mal chronique, s'imaginant que c'est là l'une des formes du raffinement européen. Ses parents avaient donné le prénom de Washington, était un jeune homme aux cheveux blonds et de fort bonne mine. Il semblait tout à fait qualifié pour la diplomatie américaine, ayant chaperonné les Allemands au casino de Newport pendant 3 saisons successives. Sa réputation d'excellent danseur l'avait même précédé à Londres. Sa seule faiblesse était les gardénias et la prairie. À part cela, il montrait beaucoup de bon sens. Miss Virginia Otis était une fillette de 15 ans, gracieuse et souple comme un faon, et ses grands yeux bleus reflétaient une belle franchise. Le fantôme des Canterville resta un moment immobile, plein d'une indignation bien naturelle, puis jetant violemment le flacon sur le parquet ciré, il s'enfuit dans les couloirs en poussant des grognements caverneux et projetant de terrifiantes lueurs vertes. Mais comme il atteignit le haut du grand escalier de chêne, une porte s'ouvrit brusquement. 2 petites formes vêtues de blanc apparurent et un gros oreiller passa en sifflant près de sa tête. Assurément, il n'y avait pas de temps à perdre et adoptant pour rapide moyen de salut la 4e dimension de l'espace, il s'évanouit à travers la boiserie et la maison retrouva son calme. Son journal intime fut obligé de garder le lit pendant 6 semaines à cause d'une fièvre cérébrale. La duchesse, une fois guérie, s'était réconciliée avec l'Église, brisant toute relation avec M. de Voltaire, ce sceptique notoire. Le fantôme se rappela aussi la terrible nuit où ce coquin de Lord Canterville fut trouvé dans son cabinet de toilette à demi étouffé, le valet de carreau au fond de la gorge. Juste avant de mourir, il avait avoué avoir triché au moyen de cette carte et volé à Charles James Fox, chez Crockford, 50 000 livres sterling. Le fantôme, jurait-il, lui avait fait avaler la carte. Ne bougez surtout pas, on continue le fantôme de Canterville. Je compte sur vous, je vous attends, à tout de suite pour la suite de cette lecture.